S'il vous plaît, non. Vous ne pouvez pas me faire ça. Mon fils Pierre était agenouillé sur le sol de la banque, suppliant comme un enfant. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'il tenait ma jambe. Maman, je vous en supplie. C'était 250 000 €. Toute ma vie. Le directeur de la banque regardait la scène gêné. Une femme de 70 ans observant froidement son fils de 45 ans ramper sur le sol de marbre. Quelle mère ferait ça à son propre fils? Moi. Je le ferais. Et je l'ai fait. Vos 250 000 €? Ma voix sortit glaciale comme l'hiver de Lyon. Pierre, c'était MES 250 000 €. Chaque centime gagné à la sueur de mon front pendant 47 ans tandis que tu me traitais comme une ordure. Vous voulez savoir comment une mère aimante se transforme en pire cauchemar de son propre fils? Comment 48 heures peuvent détruire toute une vie de sacrifice et d'amour? Alors écoutez bien, parce que cette histoire va vous montrer ce qui arrive quand une mère découvre qu'il valait la peine d'être appelée sorcière. Je m'appelle Ophélie Marchand, j'ai 70 ans, et voici l'histoire de comment Noël 2024 est devenu le meilleur et le pire jour de ma vie. Le meilleur pour moi. Le pire pour le fils ingrat que j'ai élevé. Tout a commencé la veille de Noël, quand j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était le 23 décembre, 19 h. J'étais dans la cuisine de mon petit appartement rue des Martyrs, à Lyon, en train d'assaisonner la dinde de Noël. La même dinde de 15 kilos que j'achetais chaque année, même si elle coûtait presque la moitié de ma retraite. Pierre disait toujours que c'était la meilleure de France. Le téléphone sonna et mon cœur s'emballa de joie. Enfin il appelait pour confirmer l'heure. Allô, maman? Pierre, mon chéri. J'attendais ton appel. La dinde est déjà au four, j'ai acheté ce champagne mouette que tu adores. À quelle heure arrivez-vous demain? Silence. Un silence qui dura une éternité. Maman, à ce sujet, cette année va être un peu différente. Ma main commença à trembler. Comment ça différente? Claire et moi avons décidé de passer Noël chez les parents de Claire. C'est plus approprié pour nous. Approprié. Le mot résonna dans ma tête comme un coup de feu. Mais Pierre, ça fait 40 ans qu'on organise Noël ensemble. J'ai déjà tout préparé, j'ai dépensé presque toute ma retraite. Maman, ne sois pas dramatique. Tu peux manger la dinde toute seule, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. 40 ans de tradition n'étaient pas la fin du monde pour lui. Et Claire, demandai-je, essayant de garder une voix ferme. Elle ne veut pas venir ne serait-ce que quelques minutes? J'entendis un rire étouffé en arrière-plan. C'était Claire. Elle riait. Écoute, maman, Claire a dit quelque chose, elle trouve que tu deviens très triste pendant les fêtes. Tu sais, en pleurant dans les coins, en parlant de papa mort, ça gâche un peu l'ambiance. Je deviens triste parce que je parle de mon mari mort. Son père. Pierre. Ma voix sortit comme un murmure. Je suis ta mère. Oui, et je t'aime. C'est justement pour ça que je suis honnête. Claire pense qu'il vaut mieux que tu passes Noël seule cette année. Peut-être que ce sera bien pour toi de réfléchir. Réfléchir. À 70 ans, seule à Noël, je devais réfléchir. Je vois, murmurai-je. Parfait. Ah, et maman? N'appelle pas demain, on sera occupé. Claire a promis un Noël spécial. La ligne devint muette. Je restai là, debout, tenant le téléphone, regardant la table dressée pour 3 personnes. La porcelaine de ma grand-mère, les bougies rouges, le bouquet de fleurs qui avait coûté 30 €, argent que j'avais pris sur mes médicaments pour la tension. Et alors quelque chose se passa. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti en 70 ans de vie. De la haine. De la haine pure et simple. Pas à cause du rejet. Pas à cause de la solitude. Mais à cause du manque de respect. De l'ingratitude absolue. Je marchai jusqu'à la chambre et ouvris le tiroir où je gardais tous les relevés bancaires. Compte épargne, compte courant,
Placement. Tout au nom de lui, comme ça avait toujours été. 250 000 €. 50 centimes par 50 centimes, économisés pendant 47 ans. Chaque euro là représentait un repas que je n'avais pas pris, un vêtement que je n'avais pas acheté, un médicament que j'avais renoncé à prendre. Chaque centime économisé en pensant, quand Pierre en aura besoin, ce sera là. Je m'assis sur le lit, avec les papiers éparpillés autour de moi. Pour la première fois, ces chiffres ne représentaient pas la sécurité pour Pierre. Ils représentaient le pouvoir. Mon pouvoir. Je pris le téléphone et appelai Claire. Peut-être pourrais-je avoir une explication plus honnête avec elle. Allô? Sa voix semblait irritée. Claire, c'est Ophélie. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Ah, mon Dieu! Si c'est à propos de Noël, Pierre a déjà tout expliqué. Écoute, Ophélie, avec tout le respect que je te dois, tu dois accepter que les choses ont changé. Changé comment? Tu es, comment dire, déprimante. Toujours à parler du passé, toujours avec un air de souffrance. Mes parents sont différents, ils sont joyeux, ils ont une belle maison, ils font de vraies fêtes. Déprimante. Je suis déprimante pour la famille de mon propre fils. Mais je suis sa mère, Claire. Oui, mais ça ne te donne pas le droit de gâcher nos moments spéciaux. Franchement, Pierre ne t'invite que par pitié. Par pitié. 40 ans de Noël par pitié. Je vois, murmurai-je, sentant quelque chose de glacé se répandre dans ma poitrine. Parfait. Ah, et Ophélie? Pierre a dit que tu as de l'argent de côté. Ce serait bien que tu penses à nous faire une donation. On pense acheter une maison plus grande. Une donation. De mes 250 000 €. Une donation? Eh bien, tu ne vas pas vivre éternellement, n'est-ce pas? Et quand tu mourras, cet argent finira par être à nous de toute façon. Ce serait plus intelligent que tu nous le donnes tant que tu peux encore voir notre bonheur. Tant que je peux encore voir leur bonheur avec M1 argent. Je vais y réfléchir, répondis-je, avec un calme qui me surprit. Parfait. Ah, et joyeux Noël, Ophélie. Profitant pour, je ne sais pas, regarder la télévision. Elle raccrocha. Je restai là assise, dans le silence de ma chambre, tenant ces relevés bancaires. Pour la première fois en 47 ans, je regardais ces chiffres d'une façon complètement différente. Ce n'était pas l'héritage de Pierre. C'était la preuve que j'avais été idiote toute ma vie. Je me levai, pris mon manteau le plus chaud et sortis sous la pluie glacée de Lyon. C'était la veille de Noël, presque 22 heures, et les rues étaient désertes. Je marchais sans but, laissant la pluie laver les larmes qui commencèrent enfin à couler. J'arrivai place Bellecour et m'assis sur un banc mouillé. Les lumières de Noël brillaient autour de moi, mais je ne m'étais jamais senti aussi seul. Dieu, murmurai-je vers le ciel sombre, si vous m'entendez, donnez-moi la force de faire ce que je dois faire. Et à ce moment-là, une certitude cristalline s'empara de mon esprit. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de dignité. C'était de me valoriser enfin après toute une vie passée à être traité comme un objet jetable. Je rentrai chez moi trempé, mais avec une décision prise. Le matin du 24 décembre, Noël, je me réveillai à 6 heures avec une sensation étrange, la paix. Pour la première fois en décennies, je ne ressentis pas cette anxiété désespérée de plaire à tout le monde. Je préparai mon petit déjeuner calmement, croissants frais, confiture de fraises maison, café fort. Je mangeais lentement, savourant chaque bouchée. Quand était-ce la dernière fois que j'avais fait ça? À 8 heures, j'appelai le Crédit Lyonnais. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous urgent avec le directeur pour demain, le 26. C'est au sujet d'un virement bancaire important. Certainement, madame. Quel serait le montant approximatif? 250 000 €. Un silence de l'autre côté. Parfait, madame. Nous vous attendrons à 9 heures. Je raccrochai et souris. Pour la première fois depuis des mois, je souris vraiment.
Je passais Noël seul, mais pas triste. Je mangeais la dinde entière pendant 3 jours, bus le champagne mouette en regardant de vieux films, et pour la première fois depuis des années, je me sentis libre. Point. Vous voulez savoir ce qui s'est passé quand je suis entré dans cette banque le matin du 26 décembre? Vous voulez découvrir la tête qu'a fait mon fils quand il a découvert que ses plans s'étaient écroulés? Alors continuez avec moi, parce que ce qui suit va changer à jamais la façon dont vous voyez l'amour maternel. Et je vous garantis, vous ne sous-estimerez plus jamais une femme de 70 ans. Le matin du 26 décembre, à 8h45, j'étais debout devant le Crédit Lyonnais de la place Bellecour, tenant un dossier avec tous les documents bancaires. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur battait fermement. Pour la première fois en 70 ans, je savais exactement qui j'étais et ce que je valais. La pluie avait cessé pendant la nuit, mais le ciel était encore gris, comme si tout Lyon pleurait ce qui m'était arrivé la veille de Noël. Mais je n'étais pas triste. J'étais déterminé. J'observais le mouvement sur la place. Des gens pressés retournant au travail après les festivités, quelques touristes prenant des photos de la grande roue, des enfants courant avec des jouets neufs. Toute cette normalité me semblait irréelle. Comment le monde pouvait-il continuer pareil quand ma vie avait complètement changé? Je respirai profondément et entrai dans la banque. La climatisation me frappa comme une rafale glacée, mais pas plus glacée que le cœur de mon propre fils. Le directeur, Monsieur Dubois, me reçut avec ce sourire condescendant que les hommes utilisent toujours avec les femmes âgées. Un sourire qui disait « Faisons semblant que vous comprenez quelque chose à l'argent ». Il n'avait aucune idée de ce qui était sur le point d'arriver. « Madame Marchand, vous avez mentionné un virement de 250 000 €. Puis-je demander vers où ce serait ?» Sa voix avait ce ton paternel irritant que je connaissais bien. Pendant des décennies, des hommes comme lui avaient essayé de m'expliquer des choses comme si j'étais une enfant. Vers mon compte personnel. Je veux retirer tout l'argent des comptes joints que j'entretiens avec mon fils. Il cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il n'avait pas compris. Pardon, madame, mais, ce sont 250 000 €. Vous êtes sûr? Monsieur Dubois, ma voix sortit ferme comme de l'acier, ce sont 47 ans de ma vie dans ces comptes. Chaque euro a été gagné à la sueur de mon front. Maintenant je veux tout récupérer. Je vis son expression changer. Il tapota sur l'ordinateur, fronçant les sourcils, visiblement mal à l'aise. Il n'avait probablement jamais eu affaire à une situation comme celle-ci, une femme âgée retirant une fortune des comptes de son fils. « Madame, dit-il après quelques minutes, ces comptes sont au nom conjoint, mais je vois ici que tous les dépôts ont été faits par vous. » Mon Dieu! Depuis 1977. Exactement. 47 ans de travail acharné. Et maintenant je veux tout transférer vers un compte exclusivement à moi. Mais... Il hésita, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de votre fils? À ce moment-là, quelque chose s'alluma en moi. Je souris. Un sourire glacé qui fit visiblement frissonner l'homme. Monsieur, l'argent est à moi. Il n'avait qu'un accès. Je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour toucher à ce qui est à moi. À moins que vous ne suggériez que je n'ai pas la capacité mentale pour prendre cette décision? Il déglutit péniblement. Non, non, bien sûr que non, madame. C'est une somme considérable. Considérable pour qui? Pour moi, qui ai travaillé presque un demi-siècle pour la rassembler? Ou pour vous, qui gagnez probablement plus en un mois que moi en une année? Le silence qui suivit fut gênant. D'autres clients commencèrent à me regarder, curieux. Une femme de 70 ans confrontant un directeur de banque n'était pas quelque chose qu'on voyait tous les jours. « Bien sûr, madame, murmura-t-il finalement. Je vais organiser le virement immédiatement. » Pendant qu'il tapait sur l'ordinateur, je regardais autour de moi. La banque était décorée dans des tons dorés et de marbre, essayant de transmettre solidité et confiance. Mais pour moi, à ce moment-là, elle représentait la libération. Chaque touche qu'il appuyait me libérait un peu plus des chaînes que j'avais moi-même créées. « Madame, dit-il après une dizaine de minutes,
j'ai besoin que vous signiez quelques documents. Je signai chaque papier avec une écriture ferme qui me surprit. Ma main, qui avait tant de fois tremblé de nervosité en signant de petits chèques pour des achats de base, glissait maintenant assurée sur la paperasse. Le virement sera traité dans quelques minutes, m'informa-t-il, me remettant une copie de tout. Parfait. Et je veux aussi que vous envoyiez une notification écrite à mon fils l'informant du mouvement. Il me regarda surpris. Vous êtes sûr? Absolument. Il a le droit de savoir que ses attentes n'étaient que des illusions. 30 minutes plus tard, c'était fait. 250 000 € transférés vers un compte que seul je contrôlais. Le directeur me remit les reçus avec des mains qui tremblaient légèrement. Madame, puis-je demander, y a-t-il un problème familial? Je le regardai un moment, considérant la question. Problèmes familiaux. Comme si c'était quelque chose de simple comme ça. Plus maintenant, répondis-je, rangeant les papiers dans mon sac. Maintenant il n'y a plus aucun problème. Seulement des solutions. Je sortis de la banque avec une sensation étrange. Mes pas semblaient plus légers, ma posture plus droite. C'était comme si j'avais laissé un poids de décennies dans ce bâtiment de marbre. Je marchai lentement jusqu'à un café rue de la République. Il n'y avait pas d'urgence. Pour la première fois depuis des années, j'avais du temps. Tout le temps du monde. Le café était presque vide, normal pour un matin post-Noël. Je choisis une table près de la fenêtre, où je pouvais observer le mouvement de la rue. Je commandai un café au lait et un croissant aux amandes, celui cher que je regardais toujours avec envie mais n'achetais jamais. Ça fait 4,50 €, madame, dit la serveuse. Je donnai un billet de 10 €. Gardez la monnaie. La jeune fille me regarda surprise. Elle n'était probablement pas habituée aux pourboires généreux de la part de dames âgées. Je m'assis et observai le mouvement. Les gens couraient, chargés de sacs post-Noël, rendant des cadeaux indésirables, achetant des choses en liquidation. Tous semblaient avoir de l'urgence, des obligations. J'étais là, tranquille, buvant le meilleur café que j'ai goûté depuis des années. Savourant non seulement le goût, mais le moment. La liberté. Une mère passa en poussant une poussette, parlant au téléphone. Oui, maman, c'était un Noël merveilleux. Les enfants ont adoré les cadeaux que tu as donnés. Quand peux-tu venir dîner? Je sentis une pointe dans la poitrine. C'était comme ça que ça devrait être. C'était comme ça que j'avais imaginé que serait ma vie. Mais ce n'était pas le moment des lamentations. C'était le moment de célébrer ma nouvelle liberté. À 10h30, mon téléphone vibra. Un message de la banque confirmant le virement. Pierre devait déjà avoir été notifié. Je souris, imaginant sa tête en découvrant que ses économies avaient disparu. 15 minutes plus tard, comme je m'y attendais, mon téléphone sonna. C'était Pierre. Mon cœur s'accéléra, mais pas de peur ou d'anxiété. D'expectative. D'une étrange satisfaction. Allô? Maman? Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était hystérique, désespérée. Je pouvais entendre Claire crier en arrière-plan. Bonjour, Pierre. Comment s'est passé ton Noël spécial? Ma voix sortit calme, presque douce. Ne change pas de sujet. Je suis allé à la banque tout à l'heure. Où est l'argent? Je pris une gorgée de café, savourant autant le liquide que le moment. Quel argent, chérie? Ne fais pas l'innocente. Les 250 000 €. Où sont-ils? La serveuse me regarda inquiète, entendant les cris qui sortaient de mon téléphone. Je fis un geste rassurant vers elle. Ah, cet argent, répondis-je avec la naturalité de quelqu'un qui parle de la météo. Il est avec moi. Le silence qui suivit fut si profond que je pensai un moment que l'appel avait coupé. Avec moi, continuai-je, profitant du silence, dans mon compte personnel. Où il aurait toujours dû être. Tu as perdu la tête? Cet argent était à moi. Il était à toi? Ma voix sortit dangereusement calme.
Les gens du café commencèrent à me regarder, mais je m'en fichais. Pierre, réponds-moi à une question simple. As-tu déposé un seul centime dans ces comptes ces 47 dernières années? Silence à nouveau. Parce que j'ai vérifié tous les relevés hier soir. Tu sais ce que j'ai découvert? Le dernier dépôt que tu as fait était en 1999. 50 francs que ta grand-mère t'avait donné comme cadeau d'anniversaire. 50 francs en 25 ans, Pierre. Mais tu as toujours dit que c'était pour moi. Toujours. Et c'était le cas. Quand je pensais que tu m'aimais. Quand je croyais que j'avais de l'importance pour toi. Maman, je t'aime. Tu es ma mère. Vraiment? Alors dis-moi, pourquoi je n'ai pas été invitée au Noël de ta famille? Pourquoi ta propre belle-fille m'a dit que je suis déprimante? Autre silence. Je pouvais entendre Claire parler nerveusement en arrière-plan, mais je n'arrivais pas à distinguer les mots. Pierre, pendant 47 ans j'ai travaillé 3 fois plus pour économiser cet argent. Tu sais combien d'emplois j'ai eu? Combien de nuits de sommeil j'ai perdu en nettoyant des bureaux, en cousant des vêtements, en m'occupant de personnes âgées? Tout en pensant à ton avenir. Maman. Et j'ai découvert avant-hier que mon avenir n'avait jamais d'importance pour toi. Que je n'existe que quand tu as besoin de quelque chose. Ce n'est pas vrai? Non. Ma voix devint plus dure. Alors explique-moi, quand était-ce la dernière fois que tu as demandé comment allait ma santé? Quand était-ce la dernière fois que tu as remarqué que j'avais maigri de 5 kilos parce que je n'arrivais pas à bien manger? Quand était-ce la dernière fois que tu as remarqué que j'étais triste? Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre. L'argent est avec moi, Pierre. Et il va rester avec moi. Je vais le dépenser enfin avec qui le mérite, moi-même. Tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin de cet argent. Claire et moi avons des projets. Des projets qui n'incluent pas la femme qui a travaillé toute sa vie pour les rendre possibles. Maman, je t'en supplie. Sans cet argent, je ne peux pas acheter la maison plus grande. Je ne peux rien faire. Je pris une autre gorgée de café, observant un pigeon qui picotait des miettes sur le trottoir. Quelle liberté simple et belle. Pierre, ma voix devint douce, presque maternelle, tu as 45 ans. Tu as un emploi. Tu as une épouse qui travaille aussi. Si vous deux, ensemble, n'arrivez pas à acheter une maison avec votre propre argent, peut-être que le problème n'est pas le manque d'héritage anticipé. Mais j'ai toujours compté sur cet argent. Et ça a été ta première erreur. Ne compte jamais sur ce qui ne t'appartient pas. Et n'assume jamais que les sacrifices n'ont pas de limite. Je raccrochai le téléphone et l'éteignis complètement. Je restai là assise, finissant mon café avec une tranquillité que je ne ressentais pas depuis des décennies. Le pigeon picotait encore sur le trottoir, maintenant accompagné de 2 autres. Simple. Naturel. Sans drame. Pour la première fois depuis des années, l'avenir me semblait non seulement possible, mais intéressant. Je payai l'addition, laissant un autre pourboire généreux, et sortis pour explorer les rues de Lyon comme une touriste dans ma propre ville. Après avoir raccroché avec Pierre, j'ai passé le reste de la matinée à marcher dans les rues de Lyon comme si je découvrais la ville pour la première fois. Je suis entré dans des boutiques que j'avais toujours admirées de loin, j'ai essayé des parfums chers, j'ai goûté des chocolats belges dans une confiserie de la Presqu'île. Chaque euro dépensé était une petite vengeance contre des décennies d'abnégation. Rue Édouard Herriot, je me suis arrêté devant une boutique élégante qui m'avait toujours intimidé. Des vêtements de marque, des vitrines sophistiquées, des vendeuses impeccables. Pendant des années, j'étais passé par là en imaginant comment ce serait de porter quelque chose de ces pièces, mais je me trouvais toujours inadéquate, trop vieille, trop pauvre. Aujourd'hui, je suis entrée. La vendeuse, une jeune fille d'environ 25 ans avec un maquillage parfait et des cheveux blonds impeccables, m'a regardé de haut en bas. Son regard a évalué mon vieux manteau, mon sac usé, mes chaussures que je ressemelais moi-même depuis des années. J'ai pu voir exactement ce qu'elle pensait. Cette dame a-t-elle de l'argent pour quelque chose ici?
Bonjour, dit-elle, sans beaucoup d'enthousiasme, continuant à plier des chemisiers qui étaient déjà parfaitement pliés. Bonjour. J'ai besoin d'une garde-robe nouvelle. Complète. Elle arrêta ce qu'elle faisait et me regarda comme si j'avais parlé chinois. Excusez-moi, vous avez dit. Garde-robe complète. Manteau, robe, chaussures, sac. Tout ce que vous avez de mieux. J'ai besoin de ressembler à ce que je suis vraiment, une femme de valeur. La transformation sur son visage fut instantanée. Le sourire forcé laissa place à une attention genuine. L'argent a ce pouvoir magique de rendre les gens soudainement intéressants. Bien sûr, madame. Je vais demander à notre personal shopper de vous aider. Quel est votre budget? Je n'ai pas de budget. J'ai 70 ans et 47 ans d'économie. Je veux rattraper le temps perdu. 2 heures plus tard, j'avais essayé plus de vêtements que dans les 10 dernières années réunies. Des robes qui me faisaient sentir élégante, des manteaux qui me donnaient une prestance d'exécutive, des chaussures qui transformaient ma démarche. Pour la première fois en décennies, je me suis regardé dans le miroir et j'ai aimé, vraiment aimé, ce que j'ai vu. Vous êtes éblouissante, madame, dit la vendeuse, et pour la première fois elle semblait sincère. Cette couleur fait ressortir vos yeux. C'était presque 3000 € de vêtements. De l'argent qui avant m'aurait fait suer froid rien que d'y penser. Maintenant, j'ai tendu la carte de débit avec la naturalité de quelqu'un qui achète du pain. Vous pouvez livrer à domicile, demandai-je, donnant mon adresse. Bien sûr, madame. Avant 17 heures tout sera chez vous. Je suis sorti de la boutique en portant un ensemble neuf, pantalon de tailleur bleu marine, chemisier de soie crème, blazer structuré. Je me sentais puissante. Digne. Respectable. J'ai marché jusqu'à un salon de beauté qui m'avait toujours semblé inaccessible. Cheveux, maquillage, manicure. 200 € de plus que j'ai dépensé sans ciller. Quand je suis sorti de là, 4 heures plus tard, je me reconnaissais à peine dans le reflet des vitrines. Il était presque 18 heures quand je suis arrivé chez moi. Le portier de l'immeuble me salua avec plus de déférence que d'habitude. Même lui remarqua la différence. Dans l'ascenseur, je regardais mon reflet dans le miroir embué. La femme qui me regardait se tenait droite, menton levé, yeux brillants d'une confiance que je n'avais pas vue depuis des décennies. Ce n'était pas seulement les vêtements ou le maquillage. C'était quelque chose d'interne qui s'était modifié. J'ouvris la porte de l'appartement et là il y avait 47 appels manqués de Pierre, 23 de Claire, et 12 messages textes qui variaient entre supplications désespérées et menaces voilées. Je lus quelques-uns des messages. Maman, s'il te plaît, parlons comme des adultes. Tu ne peux pas être sérieuse. Claire fait une crise de nerfs. Cet argent était pour notre nouvelle maison. Tu détruis notre famille. Notre famille. Comme si j'en faisais partie. J'allumai le téléphone et il sonna immédiatement. C'était Pierre, comme je m'y attendais. Maman. Enfin. Où étais-tu? Pourquoi tu ne répondais pas? Bonsoir, Pierre. J'étais en train de dépenser mon argent. Une expérience nouvelle et très agréable. Ce n'est pas ton argent. Tu l'as économisé pour moi. Je l'ai économisé pour toi quand je pensais que tu m'aimais. Les circonstances ont changé. S'il te plaît. On doit parler en personne. C'est de la folie. Je regardais mon reflet dans la fenêtre du salon. La femme élégante qui me regardait ne semblait pas disposée à reculer. Bien sûr, Pierre. Viens chez moi. Maintenant. Et amène ta femme aussi. Il est temps d'avoir une conversation honnête. On arrive déjà. On est dans l'ascenseur. Intéressant. Ils étaient déjà dans l'immeuble, probablement depuis des heures, attendant que j'arrive. L'urgence était telle qu'ils n'avaient même pas attendu d'être invités. Parfait. Je vais préparer du café. Je raccrochai et allai dans la cuisine.
Je préparais du café dans le service en porcelaine de ma grand-mère, le même que j'utilisais seulement pour les occasions spéciales. Aujourd'hui était spécial. C'était le jour où j'allais enfin dire la vérité. 2 minutes plus tard, la sonnette retentit. J'ouvris la porte et faillis m'amuser de l'expression de choc sur le visage de Pierre. Il ne m'avait clairement pas reconnu pendant quelques secondes. « Maman » demanda-t-il, incertain. « Qui d'autre ce serait ?» répondis-je, lui laissant l'espace pour entrer. Pierre et Claire entrèrent, mais restèrent debout dans le salon comme s'ils étaient en territoire ennemi. Pour la première fois depuis des années, il était venu me rendre visite le même jour qu'il avait appelé. Intéressant comme 250 000 € peuvent accélérer l'amour filial. Pierre avait le visage rouge, les yeux gonflés. Il avait pleuré, un homme de 45 ans pleurant pour de l'argent qui n'avait jamais été à lui. Claire était derrière lui, essayant de paraître contrôlée, mais je voyais la fureur mal déguisée dans ses yeux. « Vous voulez du café ?» offris-je, comme je le faisais toujours. C'était automatique, maternel. « Owen ne veut pas de café » explosa Claire. « On veut récupérer notre argent. »« Votre argent ?» Je la regardais calmement, m'asseyant dans mon fauteuil favori, le même où j'avais brodé des centaines de petits vêtements pour Pierre quand il était bébé. « Claire, as-tu contribué avec un seul centime à ses comptes ? » « Non, mais... » « Pierre, continuai-je, sans la lâcher du crochet, as-tu déposé un seul centime dans ses comptes ces 20 dernières années ? » « Maman, ça n'a pas d'importance. Tu as toujours dit que c'était pour moi. » Et c'était le cas. Quand je pensais que tu te souciais de moi. Je m'y soucie d'ETOI, cria-t-il, et pour la première fois depuis des années je vis de vraies larmes dans ses yeux. Je me levai lentement, sentant le pouvoir de ma nouvelle posture, de mes nouveaux vêtements, de ma nouvelle attitude. « Tu te soucies de moi ?» Ma voix sortit calme, mais chargée d'années de blessures accumulées. « Pierre, quand était-ce la dernière fois que tu es venu me rendre visite juste pour savoir comment j'allais ? Sans vouloir que je couse quelque chose, sans avoir besoin d'argent emprunté, sans vouloir que je m'occupe de quelque chose pour toi. » Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Je vais te faciliter la tâche, continuai-je. C'était en mars 2010. Tu venais d'être promu et tu es venu me le dire. Tu es resté ici 2 heures. On a parlé de ta vie, de tes projets. Tu as même demandé comment allait ma santé. Tu sais combien de temps ça fait ? 14 ans, Pierre. 14 ans. Ce n'est pas vrai. Non. Alors dis-moi, quel médicament je prends ? Depuis combien de temps mon genou droit me dérange ? Quel médecin me suit ? Comment va ma tension ? Quel est le nom de ma seule amie, la voisine du 3e étage ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Il me regardait comme si je parlais une langue inconnue. Tu ne sais rien de ma vie, Pierre. Absolument rien. Pour toi, je n'existe que quand tu as besoin de quelque chose. Je suis une sorte de service d'utilité publique. Disponible 24 heures, toujours prête à aider, ne me plaignant jamais. Maman. Sa voix sortit comme un murmure brisé. Et le pire de tout, continuai-je, sentant des décennies de douleur se transformer en mots, ça a été de découvrir que vous deux attendez littéralement que je meure pour récupérer l'argent. Claire devint rouge comme une tomate. On n'a jamais dit ça. Claire, ma voix sortit dangereusement basse, tu m'as littéralement dit hier que je ne vais pas vivre éternellement et qu'il serait plus intelligent que je vous donne l'argent tout de suite. Tes mots exacts étaient, ce serait bien que tu nous le donnes tant que tu peux encore voir notre bonheur. Elle ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Vous savez quel a été le moment le plus douloureux de ma vie ? Je sentis les larmes commencer à se former, mais ma voix resta ferme. Ce n'était pas quand mon mari est mort d'un cancer à 52 ans. Ce n'était pas quand j'ai perdu mes parents. Ce n'était pas quand j'ai dû travailler 3 emplois pour élever mon fils seul. Pierre s'était effondré sur le canapé, couvrant son visage de ses mains. C'était avant-hier, quand mon propre fils m'a dit que je gâche l'ambiance des fêtes.
quand j'ai découvert que ma présence est considérée comme un fardeau par la personne que j'aime le plus au monde. Je me levai et allai jusqu'à l'armoire, prenant le dossier que j'avais soigneusement préparé. À l'intérieur, tous les reçus de dépôt des 47 dernières années, organisés chronologiquement. Vous voulez voir ce que sont vraiment 250 000 €? Je versai tout sur la table basse. Chacun de ces papiers représente un choix. Un choix de mettre l'avenir de mon fils au-dessus de mon présent. Je pris un reçu au hasard et le lus à voix haute. Mars 1985. 200 francs. Cet argent était pour une consultation chez le dentiste. J'ai eu mal aux dents pendant 6 mois, prenant des analgésiques bon marché, parce que j'ai économisé cet argent pour toi. J'en pris un autre. Décembre 1992. 500 francs. C'était pour acheter un manteau d'hiver. J'ai passé 3 mois à porter le manteau troué de ma mère, cousant et recousant les déchirures, parce que j'ai économisé cet argent pour toi. Et un autre. Juillet 2001. 300 €. C'était pour une petite chirurgie du genou. Jusqu'à aujourd'hui je boite de la jambe droite les jours froids, parce que j'ai économisé cet argent pour toi. Pierre sanglotait maintenant, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Des décennies de silence étaient en train d'être brisées. Août 2010. 800 €. C'était pour repeindre cet appartement. Jusqu'à aujourd'hui je vis avec ces murs écaillés, prétendant que ça ne me dérange pas, parce que j'ai économisé cet argent pour toi. Maman, arrête. Je t'en supplie, cria-t-il entre les sanglots. Pourquoi? C'est trop difficile d'entendre la vérité? Imagine vivre cette vérité pendant 47 ans. Claire, qui était restée silencieuse, explosa finalement. Écoute, Ophélie, tout ça c'est très dramatique, mais tu as créé ces attentes toute seule. Personne ne t'a demandé de faire tous ces sacrifices. Le silence qui suivit fut si profond que je pus entendre le tic-tac de l'horloge ancienne au mur. Pierre leva lentement la tête et regarda sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme s'il voyait Claire pour la première fois. Vraiment voyait. Claire, sa voix sortit basse, dangereuse, comment peux-tu dire une chose pareille? C'est la vérité. Elle a fait ses choix toute seule. Maintenant elle veut nous culpabiliser pour les décisions qu'elle a prises. Les décisions qu'elle a prises, Pierre répéta lentement, ont été de m'aimer inconditionnellement pendant toute ma vie. Pierre, tu te fais manipuler. Elle fait du drame pour. Tais-toi, rugit-il, se levant du canapé comme un ressort. Tais-toi simplement. Claire recula, clairement effrayée par la réaction de son mari. Tu veux parler de drame? Pierre continua, sa voix tremblant de colère. Le drame c'est que j'ai 45 ans et que je n'ai jamais demandé si ma mère allait bien. Le drame c'est que j'ai une femme qui considère la femme qui m'a donné la vie comme un embarras. Pierre, tu as perdu la tête? Je n'ai dit que la vérité. La vérité? Il fit un pas vers elle. La vérité c'est que ma mère a travaillé comme une esclave toute sa vie pour me donner tout ce dont j'avais besoin. La vérité c'est que je suis devenu un ingrat égoïste qui ne pense qu'à l'argent. Tu exagères? J'exagère? Alors explique-moi pourquoi ma mère a dû découvrir par internet que j'ai été promu l'année dernière. Pourquoi je n'ai jamais raconté rien d'important de ma vie? J'observais la scène en silence, voyant mon fils comprendre enfin la dimension de ce qui était arrivé à notre relation. Tu sais quoi, Claire, dit-il, sa voix devenant dangereusement calme. Sors. Sors de la maison de ma mère. Maintenant. Quoi? Pierre, tu ne peux pas être sérieux. J'ai dit, sors. Et ne reviens pas tant que tu n'auras pas compris que la femme qui m'a élevé mérite plus de respect que n'importe qui dans ce monde. Claire le regarda, puis me regarda, avec une expression d'incrédulité totale. Vous vous méritez l'un l'autre. Vous êtes complètement fou. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta et se tourna vers moi. Ophélie, tu vas le regretter. Sans nous, tu vas mourir seule et oubliée. Claire,
répondis-je avec un calme qui me surprit, je mourrais déjà seul et oublié. La différence c'est que maintenant j'ai choisi. Elle sortit en claquant la porte si fort que les cadres au mur tremblèrent. Pierre et moi restâmes seuls dans le silence lourd du salon. Il restait debout, regardant la porte par où sa femme était sortie, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Lentement, il se tourna vers moi. Les larmes coulaient librement sur son visage. « Maman, murmura-t-il, je suis un monstre. » Je marchai vers lui et, pour la première fois depuis des années, je tins son visage entre mes mains. « Non, Pierre. Tu n'es pas un monstre. Tu es un homme qui s'est perdu en chemin. Mais il y a encore du temps pour se retrouver. Comment j'ai pu te faire ça? Comment j'ai pu être si ingrat? Parce que je l'ai permis. Parce que pendant 45 ans j'ai appris que c'était normal de me traiter comme un objet. J'ai créé ce modèle, Pierre. Et aujourd'hui j'ai cassé ce modèle. » Il s'agenouilla par terre dans le salon, tenant mes mains. « L'argent, tu peux garder tout. Je ne mérite pas un centime. Je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. » Je m'agenouillai aussi, me mettant à la hauteur de ses yeux. « Pierre, je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait par dignité. Par amour-propre. Et pour toi aussi. » « Pour moi? Oui. Parce que tu as besoin d'apprendre que les gens n'existent pas seulement pour te servir. Que l'amour doit être mutuel. Que le respect se gagne, ne s'hérite pas. » Nous restâmes là, agenouillés sur le sol du salon, nous regardant en silence. C'était comme si nous nous connaissions pour la première fois depuis des décennies. « Maman, dit-il finalement, y a-t-il un moyen pour moi de reconquérir ton amour? Un moyen de réparer ce gâchis que j'ai fait? » Je regardais mon fils, vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Je vis des rides que je n'avais pas remarquées, des cheveux gris aux tempes, une tristesse profonde dans les yeux. Je vis un homme de 45 ans qui s'était perdu quelque part en chemin, mais qui avait encore en lui le petit garçon doux que j'avais élevé. « Il y en a, oui, répondis-je. Mais ça va demander du travail. Beaucoup de travail. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi pour récupérer ma mère. Première condition, tu vas te séparer de cette femme. N'importe qui ne peut pas respecter ta mère ne pourra jamais te respecter vraiment. » Il acquiesça sans hésiter. J'y pensais depuis des mois. Aujourd'hui ça a été la goutte d'eau. Deuxième condition, tu vas commencer à venir me rendre visite une fois par semaine. Pas pour demander des faveurs, pas pour résoudre tes problèmes. Juste pour qu'on parle. Pour que tu me connaisses comme personne, pas comme fonction. Oui. Oui, je veux ça. Troisième condition, tu vas me laisser dépenser cet argent pour moi-même. Sans culpabilité, sans pression, sans attente d'héritage futur. À 70 ans, je vais enfin apprendre à me mettre en premier. Il tint ma main fort. Tu mérites chaque centime. Et tu mérites bien plus que de l'argent. Qu'est-ce que je mérite le plus, Pierre? Du respect. De l'amour vrai. De la considération. Tu mérites d'être traité comme la femme extraordinaire que tu as toujours été, et que j'ai été trop idiot pour remarquer. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je sentis que mon fils me voyait vraiment. Pas comme une extension de lui-même, pas comme une prestataire de service, mais comme une personne avec une valeur propre. C'était un début. Un début difficile, douloureux, mais réel. Et pour la première fois depuis des décennies, j'avais l'espoir qu'on pourrait construire une relation basée sur le respect mutuel, pas sur l'obligation et la culpabilité. La vraie transformation ne faisait que commencer. 6 mois se sont écoulés depuis ce Noël qui a changé nos vies. Pierre a tenu toutes ses promesses. Il a divorcé de Claire en mars, a commencé à me rendre visite tous les jeudis, et pour la première fois depuis des décennies, je sentais que j'avais un vrai fils. Mais la vie avait une dernière surprise en réserve pour moi. C'était un jeudi de juin quand Pierre arriva pour notre visite hebdomadaire. Il apportait des fleurs, comme il le faisait toujours maintenant, et semblait plus animé que d'habitude.
Maman, je dois te raconter quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je, servant le café de l'après-midi. Tu te souviens d'Isabelle? La kinésithérapeute qui m'a aidé avec l'épaule il y a quelques années? Je me souvenais vaguement. Une femme gentille, d'environ 40 ans. Je me souviens, oui. On s'est recroisés. Eh bien, on apprend à mieux se connaître. Mon cœur fit un bond. Vraiment? Vraiment. Et maman, elle est complètement différente de Claire. Elle a demandé de tes nouvelles dès le premier rendez-vous. Elle a dit qu'elle aimerait beaucoup te connaître. Elle veut me connaître? Elle veut. Et tu sais quoi d'autre? Quand je lui ai raconté notre histoire, sur Noël et comment je t'avais maltraité, elle s'est fâchée contre moi. Elle a dit que j'avais été un idiot et que tu es une femme admirable. Je souris. J'aimais déjà cette Isabelle. Elle peut venir dîner avec nous la semaine prochaine? Bien sûr qu'elle peut. Pierre se leva et me serra fort dans ses bras. Maman, merci de ne pas avoir renoncé à moi. Je n'aurais jamais renoncé à toi, Pierre. J'avais juste besoin que tu ne renonces pas à moi. Une semaine plus tard, Isabelle vint dîner. Elle était exactement comme Pierre l'avait décrite, gentille, respectueuse, intéressée à me connaître vraiment. Pendant le dîner, elle posa des questions sur ma vie, rit de mes histoires, et proposa même de m'apprendre quelques exercices pour le genou. Quand ils partirent, je savais que mon fils avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait la valeur de la famille. Mais le plus grand changement était arrivé à moi. Avec les 250 000 €, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais imaginé faire à 70 ans. J'ai voyagé en Toscane, un rêve de 40 ans. J'ai complètement rénové mon appartement. J'ai acheté de beaux vêtements, je suis allé chez le coiffeur chaque semaine, j'ai engagé une femme de ménage pour ne plus avoir besoin de me tuer à nettoyer. Et le plus important, je me suis inscrite à des cours de peinture. J'ai découvert que j'avais du talent. À 70 ans, j'ai découvert que je pouvais créer de l'art. Mes aquarelles ont commencé à attirer l'attention, et j'ai même vendu quelques-unes à une galerie locale. Pierre était fier quand il vit ma première exposition. Maman, tu as toujours eu ça en toi? Toujours. Je n'avais juste jamais eu le temps ni l'argent pour le découvrir. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu aimais peindre? Pierre, tu n'as jamais demandé ce que j'aimais. Il baissa la tête, mais cette fois pas de honte. De réflexion. Maintenant je demande, dit-il. Et je veux tout savoir. En septembre, Pierre et Isabelle se sont mariés dans une cérémonie petite et intime. J'étais au premier rang, portant une robe bleue royale que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Elle coûtait 800 €, plus que ce que je dépensais pour moi en une année entière avant. Pendant la fête, plusieurs amis de Pierre vinrent me parler. Ils voulaient connaître l'artiste de la famille. J'étais l'artiste de la famille maintenant. Ta mère est incroyable, j'entendis Isabelle dire à Pierre. Elle a une énergie contagieuse. Énergie contagieuse. À 70 ans, j'avais une énergie contagieuse. Ce soir-là, quand je rentrais chez moi après la fête, je me regardais dans le miroir de la chambre. La femme qui me regardait était complètement différente de celle d'il y a 8 mois. Ce n'était pas seulement les beaux vêtements ou la coiffure bien faite. C'était l'éclat dans les yeux. C'était la posture droite. C'était le sourire vrai. C'était une femme qui se respectait. Et qui avait appris aux autres à la respecter aussi. Mon téléphone sonna. C'était Pierre. Maman, je voulais juste te remercier. Pourquoi? Pour avoir eu le courage de dire « ça suffit ». Pour m'avoir appris ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment, Pierre? Les gens qu'on aime. Le temps qu'on passe ensemble. Le respect mutuel. Et tu as appris ça tout seul? Je l'ai appris en observant la femme la plus forte que je connaisse. Ma mère. Après avoir raccroché, je restais à penser à tout ce qui était arrivé. Comment une décision simple, retirer mon propre argent de la banque, avait complètement changé nos vies.
Mais ce n'était pas l'argent qui avait tout changé. C'était l'attitude. Pendant 70 ans, j'avais appris aux gens autour de moi que c'était normal de me dévaloriser. Que c'était acceptable de me traiter comme un deuxième choix. Que mes sentiments n'importaient pas autant que ceux des autres. Et quand j'ai finalement dit non, quand je me suis finalement mise en premier, tout a changé. Pierre est devenu un meilleur fils parce que je suis devenue une mère qui se valorise. Isabelle me respecte parce que je me respecte. Les gens me voient comme artiste parce que je me vois comme artiste. La vie me traite bien parce que j'ai enfin appris à bien me traiter. Aujourd'hui, 1 an après ce Noël terrible, je peux dire que ça a été le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. Pas parce que c'était bien sur le moment, c'était horrible. Mais parce que ça m'a réveillé à une vérité que j'avais ignorée pendant des décennies. Personne ne va te valoriser si tu ne te valorises pas d'abord. Personne ne va te respecter si tu ne te respectes pas d'abord. Personne ne va t'aimer vraiment si tu ne t'aimes pas d'abord. À 71 ans, je vis la meilleure phase de ma vie. J'ai un fils qui m'aime et me respecte. J'ai une belle fille qui est devenue une amie. J'ai un art qui me réalise. J'ai de l'argent pour vivre avec dignité. Et plus important, j'ai de l'estime de soi. Si vous qui m'écoutez êtes une mère, un père, une personne qui vit en se sacrifiant pour les autres, apprenez de mon histoire. L'amour n'est pas un sacrifice sans limite. L'amour c'est le respect mutuel. Être une bonne mère ce n'est pas accepter n'importe quel traitement. Être une bonne mère c'est apprendre à vos enfants à valoriser ceux qui les aiment. Et si quelqu'un dans votre vie, fils, époux, ami, ne vous cherche que quand il a besoin de quelque chose, il est temps d'avoir une conversation sérieuse. Parce que vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez donner. Vous méritez d'être la priorité dans la vie de ceux que vous priorisez. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer. J'ai recommencé à 70 ans. Et aujourd'hui je peux dire avec certitude, ça valait chaque larme, chaque moment difficile, chaque décision douloureuse. Parce qu'aujourd'hui je m'aime. Et ça a fait toute la différence. Quand j'ai retiré ces 250 000 € de la banque, ma main n'a pas tremblé une seule seconde. Mais je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez maintenant, vos mains auraient tremblé. Pas de peur de l'argent, mais de peur de décevoir vos enfants. Combien d'entre vous ont déjà passé Noël seuls pendant que leurs enfants étaient occupés avec d'autres familles? Combien ont déjà entendu qu'ils sont dramatiques quand ils demandent un peu d'attention? Écrivez dans les commentaires un seul mot. Un mot qui résume ce que vous ressentez après avoir écouté mon histoire. Je lirai chacun d'eux. Et si vous voulez savoir comment ma vie a changé après cela, parce qu'elle a changé bien plus que vous l'imaginez, abonnez-vous à la chaîne. Parce que j'ai d'autres histoires à raconter. Des histoires de gens comme nous, qui ont découvert que l'âge n'est qu'un chiffre quand on décide de valoir quelque chose. Certaines vérités font mal. Mais se libérer fait encore plus mal au début.